Merci beaucoup, cher Jacques. Monsieur le maire de Saint-Paul, monsieur le président du département, cher Maël, monsieur le vice-président de la région, cher Arnaud Lécuyer, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs les représentants professionnels, je voudrais saluer le président de Savéole, le président de la SICA de Saint-Paul, et saluer celui qui nous a accueillis. Je suis comme le président Rousseau, j'avais jamais fait un congrès sur un bateau, et on a évacué à temps pour ne pas se retrouver un peu loin de nos terres bretonnes, en Pologne. Et donc, vous remerciez de nous avoir prévenus de l'heure à laquelle il fallait rentrer quand même chez soi, et vous remercier au passage de cet accueil. Monsieur le président de Légumes de France, cher Jacques, je suis très heureux d'être ici ce matin à votre congrès, ici à Saint-Paul-de-Léon, qui est quand même une terre qui a symbolisé et qui symbolise toujours la réussite, l'épopée qu'on a évoquée un peu hier, d'une terre bretonne qui rencontrait beaucoup de difficultés, qui a fait de ces difficultés une force. Et donc ici, heureux de vous retrouver pour évoquer ces questions de légumes. C'est aussi un plaisir pour moi parce que j'accorde, comme vous le savez, comme tu le sais Jacques, une importance particulière à la filière fruits et légumes. Ça a été rappelé par le président Rousseau, que j'ai oublié de citer. Et donc c'est parce que la filière fruits et légumes, c'est une filière qui est symbolique de la souveraineté perdue et de la souveraineté qu'on essaie de retrouver. Et je vais essayer de vous dire les chemins qu'on a encore à faire. Mais je ne voudrais pas commencer mon propos sans dire évidemment, ce n'était pas le motif initial de mon déplacement en Bretagne, mais sans dire un mot évidemment de la conjoncture et de ce qui s'est passé d'un point de vue de tempête, en ayant une pensée aussi corollaire pour ceux qui aujourd'hui sont victimes des inondations, avec des perspectives qui ne sont pas encore des perspectives de décrue compte tenu des précipitations qui sont annoncées. On sait à quel point ce peut être désespérant pour l'avoir vécu dans ma propre commune que de ne jamais voir la décrue arriver et ne pas savoir ce que derrière il va se passer pendant parfois des semaines. Mais ici, c'est la tempête qui a sévi, qui a touché en particulier la Bretagne, et en particulier en Bretagne le Finistère, les cartes le montrent, et puis la Normandie, effectivement, également. Et donc, face à cette situation exceptionnelle, comme l'a dit le président de la République, on sera bien à vos côtés. Je l'ai dit hier dans les Côtes-d'Armor, je le redirai cet après-midi dans le Finistère, et dire simplement qu'on a deux dispositifs qui vont s'activer. Le dispositif assurantiel sur les pertes de récolte, c'est un dispositif que nous avons construit avec la profession, qui peut avoir quelques défauts, mais il me semble que c'est un dispositif avec des moyens des agriculteurs, puisque c'est une part de hausse de cotisation, mais des moyens aussi très puissants de l'Europe, de l'Union européenne, et des moyens de l'État pour faire en sorte qu'on couvre mieux les besoins. Et donc, évidemment, premier élément sur les pertes de récolte, ça sera le système assurantiel, pour ceux qui sont assurés ou pas assurés. Évidemment, quand on est assuré, on est mieux couvert. Et puis, on aura sans doute des cas dans lesquels il y aura une difficulté d'accès, et donc c'est l'objet du fonds de soutien que j'ai annoncé, effectivement, de 80 millions d'euros, de regarder pour ceux qui auraient des difficultés de trésorerie, s'il n'y a pas un complément à apporter dans ce régime assurantiel, un complément à apporter pour ceux qui auraient une difficulté trop importante de trésorerie. Puis il y a aussi les dégâts sur le matériel. Là, c'est les calamités agricoles qui vont s'appliquer, puisque le département sera classé, le temps de faire les remontées. Bon, pour ceux qui sont assurés, c'est l'assurance qui prend en charge. Pour ceux qui ne le sont pas ou qui ne sont pas assurables, ce qui est un deuxième sujet, d'abord, je vais proposer qu'on aille au maximum de la couverture à 40% des pertes, puisque c'est 25%, et là on va demander de couvrir au maximum dans le régime des calamités. Mais là aussi, ce que j'appelle des trous dans la raquette peuvent exister, ils peuvent être nombreux. Et donc, compte tenu du caractère exceptionnel, l'idée c'est de déployer avec la région, je le dis sous l'œil du vice-président, j'ai vu aussi que d'autres collectivités, je pense au département, étaient prêtes à s'engager. Tout le monde est bienvenu dans ces cas-là, me semble-t-il. Tout le monde est bienvenu dans ses compétences, y compris en essayant d'élargir parfois la réglementation. C'est de dire là où on a ça n'est pas couvert parce qu'il y a un taux d'usure, parce que sur un certain nombre de matériels, on sait qu'il peut y avoir une vétusté de 30, 40, 50, 60, 80%. Évidemment, on pourra couvrir par un fonds d'investissement qui pourra aller à hauteur de 65% de subventions, toutes subventions confondues. Et donc, il me semble, que l'ensemble de ces dispositifs permettront de couvrir les besoins. J'ajoute qu'il y a un élément dans cette affaire, c'est la rapidité d'exécution. Et donc pour les calamités, d'essayer de dégager les choses pour la fin d'année. Pour les besoins d'investissement, on en parlait avec le vice-président de la région, d'avoir des dispositifs qui soient simples et des dispositifs aussi qui puissent s'activer rapidement, parce que pour beaucoup, le sujet, y compris pour éviter l'accumulation des pertes de récolte, pour beaucoup, le sujet, il va être celui de la remise en production. Et donc, il faut qu'on aille assez vite, en tout cas pour que les banquiers qui doivent jouer leur rôle aussi, les assureurs qui doivent jouer leur rôle,
soit à vos côtés. Donc c'est un élément important, donc on sera à vos côtés. 80 millions d'euros, 3 régions confondues. Alors hier on me disait 80 millions, est-ce que ça suffira? On verra. C'est ce qu'on évalue à date. Malheureusement, parfois, ça peut durer. Donc, aide à l'investissement pour l'un, pour les pertes de matériel, et pour ce qui est des pertes de récolte, en complément du système assurantiel qui doit se déployer, sous le régime des minimis, pour le coup, regardez ce qu'on peut faire complémentairement. Alors, je finis juste. Je ne peux pas ne pas finir, parce que j'ai vu qu'il y avait parfois des sujets, des polémiques autour de l'état de catastrophe naturelle. Invoqué ou pas. Alors je rappelle que la dernière fois qu'il a été mis en place en Bretagne, c'était en 87, c'est-à-dire il y a un certain temps. Donc ça n'avait pas été mis en place depuis, et pourtant il y a eu quelques tempêtes. Deuxième élément, il y a une loi qui avait changé en 90. 90, c'était il y a 33 ans. Nous étions tous beaucoup plus jeunes, en tout cas pas en fonction et pas en responsabilité. Donc le texte sur lequel on s'appuie pour prendre des réglementations, ça ne peut pas être discrétionnaire, notre affaire. Donc il y a une loi qui a été votée par des parlementaires, des prédécesseurs des députés que je salue, et du sénateur que je salue. Bon, la loi ne permet pas de classer en état de catastrophe naturelle. Simplement, je le dis aussi très simplement et très tranquillement, ça ne change rien en termes d'indemnisation. Mais rien. L'important pour moi, c'est de voir s'il y a des trous dans la raquette. Et donc je préfère venir en vous disant, on a un fonds qui va venir compléter avec les fonds de la région, avec les fonds des autres collectivités, avec l'État, avec éventuellement les fonds européens. Mais on se disait hier que c'était peut-être trop compliqué, plutôt que d'entrer, me semble-t-il, dans de vaines polémiques. Donc on sera au rendez-vous, catastrophe naturelle ou pas, parce que de toute façon, la catastrophe a eu lieu. Et ce n'est pas l'affaire du classement qui compte, l'affaire, c'est les moyens qu'il faut déployer pour les producteurs et productrices qui sont impactés. C'est valable évidemment pour les fruits, pour les légumes, et c'est valable aussi pour l'élevage, mais nous ne sommes pas dans son contexte-là, me semble-t-il. Je voudrais ajouter un deuxième élément, c'est sur évidemment le plan de souveraineté qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Le plan de souveraineté, nous étions ensemble à Avignon, lors du précédent congrès, nous étions en pleine élaboration et concertation. Je voudrais saluer le travail qui a été fait par toi, par vous, saluer le travail du président Grandin, parce que vous avez été des acteurs très efficaces, très obstinés, très engagés, très déterminés, parfois à essayer de convaincre parmi vos propres troupes, ce qui a, comme ça a été le cas pour moi au ministère de l'Agriculture avec d'autres collègues, de faire en sorte que ce plan puisse être au rendez-vous et, comme il a été dit, qu'il soit présenté le 1er mars dernier. C'est un fruit d'un dialogue avec plus de 130 acteurs. Ce plan de souveraineté fruits et légumes, qui est une politique prioritaire du gouvernement, témoigne d'objectifs ambitieux, 40 fiches actions, avec un objectif d'augmenter de 10 points à l'horizon une petite dizaine d'années, en développant des méthodes de production durables, pour notamment réduire la dépendance aux produits phytosanitaires, améliorer la compétitivité, adapter au changement climatique. Le 25 mai, j'ai présidé le premier comité de pilotage stratégique, et il y aura un nouveau qui permettra de faire un point d'étape, parce que c'est bien quand on a un plan. Je sais que le président Rousseau, d'ailleurs, il est assez vigilant. Quand on a un plan, c'est bien de savoir comment il se déroule, puis c'est bien de savoir si les objectifs qu'on se donne, on arrive à les atteindre ou pas. C'est mieux de pouvoir quantifier, de se dire on avait dit 5 points, on avait dit 10 points, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, en quoi ça marche, qu'il y a besoin de le réajuster, mais il me semble que c'est un élément très important. Et c'est une stratégie qu'on doit développer, je le dis sous l'œil du vice-président de la région, avec les régions, parce que je sais que vous êtes, dans cette région comme d'autres, engagés sur ces sujets-là, et on aura besoin de vous pour déployer. Je sais qu'avec le président Chéné-Girard, on va le faire. Je n'ai pas de difficulté ni inquiétude là-dessus. Certaines actions phares du plan de souveraineté ont déjà été lancées. Je pense notamment aux travaux menés dans l'axe protection des cultures, qui ont intégré les réflexions liées à l'Éco-Phyto 2030. Cette articulation permettra d'amplifier significativement les moyens alloués à cet axe. Je le rappelle, 200 millions sur 2023, qui a nécessité à être prolongé les années suivantes. Et c'est évidemment ça et cette perspective qui est importante. Concernant l'axe investissement et compétitivité, et là, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je sais que l'attente est forte. Et l'impatience grandit, la mienne aussi à la vérité, puisque entre avril et maintenant, on aurait espéré aller un peu plus vite. C'est vrai que le dispositif France 2030 est un dispositif complexe. Alors, l'avantage, c'est qu'on a fait rentrer dans France 2030 l'agriculture. Et moi, je trouve qu'en termes de signal, au même titre que la pharmaceutique, au même titre que l'aéronautique, de dire l'agriculture, c'est de l'innovation, l'agriculture a besoin d'innovation et l'agriculture est un secteur stratégique, c'est une bonne nouvelle. Après, on bute, comme ça a été dit, parfois sur ce qu'est le critère d'innovation. L'innovation agricole n'est pas la même chose que l'innovation aéronautique. La massification de l'innovation n'est pas la même chose, évidemment, parce que moi, je parle à 400 000 agriculteurs, quand à l'aéronautique, on parle à 2 ou 3 opérateurs. Donc, évidemment, l'innovation, elle n'est pas de même nature. Pour moi, l'innovation, c'est que toutes les innovations puissent aussi aller à l'intérieur des exploitations agricoles pour faire en sorte qu'elles puissent se transformer. Et donc, on est évidemment
impatience de pouvoir le développer. Simplement vous dire d'abord dans le travail préparatoire auquel vous avez été associé, y compris pour tenir compte du premier appel à manifestation d'intérêt qui avait pu manifester un peu un certain nombre d'inquiétudes, nous avons essayé de vous associer au mieux possible pour avoir une liste de matériel qui soit mieux conforme à ce que pouvaient être les attentes. Parce que, évidemment, la liste, elle n'est jamais parfaite. Ça dépend d'abord des candidatures qui sont proposées. Et on a beaucoup plus sollicité les candidatures pour que les petites et les grandes entreprises puissent y participer. Et nous nous orientons donc, pour vous dire et résumer les choses, vers une liste d'environ 80 matériels sur différents champs, j'y reviens juste après, qui représentent un taux de sélection de l'ordre de 60% par rapport à ceux qui étaient éligibles. Je répète, c'est un processus qui est long. On a envoyé nos documents aussi au niveau de la Commission européenne. Les travaux sont clos avec la Commission européenne, quasiment clos, et donc dans les prochaines semaines, nous lancerons les appels à manifestation d'intérêt. C'est un engagement que je crois pouvoir tenir maintenant clairement, avec 4 guichets d'ici la fin de l'année, donc un sur les serres, un sur les plants et agroéquipements du verger, un sur les autres agroéquipements et un, je sais que vous y tenez, Monsieur le Président, sur l'outre-mer, spécialement dédié, parce que la situation, les spécificités outre-mer, y compris en termes d'équipement et d'appel à manifestation d'intérêt, doivent être traitées à part. Je vous annonce aussi que ça a été un élément du dialogue, et de ce point de vue-là, le temps pris n'a pas été inutile, que les coopératives agricoles, type 1 et 2, si on peut dire, c'est-à-dire celles qui ont pour objet la production ou celles qui ont l'objet de l'exploitation en commun, seront bien éligibles au guichet sous le même régime d'aide que les exploitations agricoles, de même que les organisations de producteurs. C'était des demandes qui étaient fortes sous la règle des minimis. Cette éligibilité sera effective dès l'ouverture des guichets, et donc ça permettra aux coopératives, décidément, et pourtant je n'ai pas fini trop tard, décidément. Excusez-moi, ça permettra aux coopératives de rentrer dedans. On regarde aussi en ce moment à pondérer les taux pour favoriser ou inciter plus à ceux qui sont organisés en organisation de producteurs ou en coopérative à bénéficier de ces éléments. Nous aurons donc besoin de votre mobilisation collective une fois que les guichets vont être ouverts. Maintenant qu'ils sont ajustés et à peu près finalisés, nous ne serons pas encore au bout du chemin, puisqu'il y aura d'autres dispositifs, car la planification écologique apportera aussi, avec une gouvernance simplifiée et avec des moyens du ministère, des opportunités nouvelles pour la transition agroécologique. Je vous dire un mot, c'est votre casquette aussi de président du CTIFL, des axes de recherche. Je trouve que les choses avancent bien, avec 9 des 24 actions techniques du projet commissionnées qui sont engagées et subventionnées à hauteur de 2,5 millions d'euros sur le CASDAR. En outre, dans le cadre de l'appel à projet CASDAR 2023, 4,4 millions d'euros sont été alloués à des projets portés par les filières fruits et légumes. C'est 25% des appels à projets CASDAR qui sont fléchés sur la filière fruits et légumes. C'est dire l'intérêt, là aussi, que nous accordons aux moyens de recherche. On a besoin de recherche et d'innovation. On a besoin en particulier de recherche et d'innovation sur la question des produits phytosanitaires. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, je sais, avant ces travaux et avant ces discours. Il faut qu'on arrive à rentrer dans cette logique-là avec une forme de pragmatisme qui a du mal à rentrer dans les mœurs du débat public. On n'arrive pas à parler tranquillement, posément, scientifiquement, techniquement des sujets de produits phytosanitaires. On est rentré dans une espèce de logique un peu, je le disais hier en commission d'enquête, c'est à la fin 0 produits phytosanitaires. Alors je faisais une remarque, c'est peut-être un peu iconoclaste et original, quel est le secteur d'activité économique qui se passe de produits chimiques? Aucun. Pourquoi on viendrait demander à l'agriculture d'être le seul secteur d'activité à être obligé à une date? Parce que la question c'était, est-ce qu'on peut aller à 0? Je ne vois pas d'horizon à date. Il faut quand même le dire et le dire tranquillement, parce que l'automobile, parce que l'industrie, parce que l'aéronautique, parce que nos outils ménagers, parce que ça, nos costumes, personne ne peut dire qu'il peut se passer totalement de produits d'origine chimique. Et donc cette espèce d'injonction qu'on a donnée et qu'on a intégrée, à l'agriculture de dire 0 chimique, ça ne marche pas. En revanche, il faut se mettre sur une trajectoire de réduction. C'est bien ça qui est en jeu. Et c'est tout le débat qu'il y a eu au travers du glyphosate. Je vous invite à écouter l'édito assez formidable de M. Cohen hier soir sur C'est à vous, qui commence d'ailleurs à montrer des photos de trucs où on dit il faut arrêter le glyphosate, où on pulvérise des arbres et du maraîchage que je ne conseille pas avec le glyphosate, à moins de ne pas bien connaître l'utilité du glyphosate. Vraiment, je vous invite à regarder cet édito pondéré. Alors c'est bien que dans le débat public, il y a aussi des journalistes qui essaient d'éclairer nos lanternes, faibles parfois, avec des faits, tout simplement des faits. Et donc sur le glyphosate, on a fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire que nous pensons qu'on peut réduire les usages, je l'assume comme tel,
sans que ça fasse des surcontraintes. Mais on sait que dans un certain nombre de cas, on peut le faire. Puis il y a des cas, on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'alternative. Agriculture de conservation des sols, pas que elle, mais par exemple l'agriculture de conservation des sols. Donc tranquillement, je dis, là on peut réduire, on réduit, et on continuera à le faire, quand bien même la Commission ait dit autre chose. Et deux, là où on a des impasses, on continuera à utiliser les produits. C'est la même chose pour tous les produits phytosanitaires, me semble-t-il, sur lesquels il faut œuvrer. Je dis aussi que l'interdiction ne produit pas la solution, pas d'interdiction sans solution, mais il faut chercher les solutions. Il n'y a rien de pire, et moi je l'ai dit aussi hier d'ailleurs devant les parlementaires présents, il n'y a rien de pire que d'entretenir la croyance qu'il n'y a pas un certain nombre de molécules sur lesquelles il y aura des réductions d'usage, il y aura des interrogations dans 3, 5, 10 ou 15 ans. Et donc il faut qu'on travaille parce qu'il ne faut pas que... pas d'interdiction sans solution ne nous invite pas à rechercher les solutions, et c'est ça l'objet de ce qu'on fait au travers du plan de souveraineté. Et c'est ça l'objet de ce qu'on fait, même si parfois c'est mal compris par la profession, au travers d'un certain nombre de molécules qu'on identifie, non pas pour dire on va les interdire, mais pour dire juste, celles-là vont être interrogées. Donc regardons tout de suite si on ne peut pas trouver d'alternative. On a toujours planté, y compris en termes de souveraineté, quand on n'a pas voulu anticiper, ou quand les décisions françaises sont venues s'imposer à des décisions européennes. Tu l'as dit, Monsieur le Président, Europe, Europe, Europe. D'abord, ça évitera qu'on ait des pertes de compétitivité vis-à-vis des autres, et ensuite, clause miroir quand il s'agira de décisions européennes. Je le dis souvent, on me dit toujours, il faut activer les clauses miroirs. Très bien, si on est les seuls à prendre la décision, je ne vais pas voir mon collègue allemand et mon collègue italien pour dire, dis donc, il faut activer une clause miroir sur tel et tel produit. Il me dit, mais moi, j'utilise chez moi, pourquoi j'utiliserais une clause miroir? Donc la clause miroir, ça marche quand on a une décision européenne. Sinon, c'est les Français qui peuvent être vécus comme arrogants dans les instances européennes ou internationales qui disent, moi, je vais t'imposer la clause miroir que j'ai décidée tout seul dans mon coin. Il vaut mieux qu'on partage des trajectoires avec l'Union européenne. On aura des débats dans la semaine prochaine et les semaines qui viennent autour du règlement sûr, avec une trajectoire de réduction, avec une trajectoire de recherche d'alternatives. Ça me permet de dire, ça n'a pas été évoqué, que je suis de ceux qui pensent et qui est beaucoup poussé pour que dans la présidence espagnole et la présidence belge, on travaille sur les NBT et les NGT, les nouvelles techniques génomiques. Parce que j'entends ceux qui me disent, pas de phyto, pas d'NBT, pas de génome, pas d'eau, ça va se compliquer. Donc il va bien falloir qu'on trouve des... Moi je suis un ardent défenseur de la transition, parce que je pense que comme ministre de l'Agriculture, ma responsabilité c'est de vous dire qu'il y a des transitions, sinon on va être en impasse. Je pense à votre collègue des Pyrénées-Orientales, il le sait très bien, on s'y est rendu, l'impasse sur la question de l'eau, c'est une impasse terrible. Ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas essayer de trouver des solutions sur ce sujet-là. Donc sur les phytos, on a bien avancé.